quand on pense que le quart des ménages, soit 25% dépassaient plus de 30% de leurs revenus en frais de logement, donc des sous que ces gens-là pourraient utiliser dans d'autres sphères de leur vie. Présentement, il y a déjà 300 unités qui sont en prévision de construction pour la prochaine année. C'est sûr que plus il y a de construction, plus il y a de logements, plus que les coûts vont être diminués. Donc oui, je suis parfaitement en accord avec son commentaire. Grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à moi. Je te tendrai la main et je serai ton hôte. Grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à moi. Dis-moi tous tes secrets. Nous vivrons côte à côte. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Côte à Côte, un balado de la ville de Sherbrooke. Je me présente, Stéphanie Mongeau, stratège contenu et médias sociaux. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi un balado municipal? En fait, la raison est simple, c'est que les enjeux municipaux, ça touche tout le monde. Ensemble, on va lancer la discussion sur une foule de sujets enrichissants, intrigants, voire même polarisants en lien avec le monde municipal sherbrookois. On va réunir autour de la table des personnes passionnées pour nous démystifier les grands enjeux urbains. Le tout sera alimenté par vos questions et vos commentaires reçus par le biais de nos différentes plateformes, comme par exemple Facebook. Vous remarquerez que Côte à Côte est au pluriel, c'est voulu. En fait, on fait un petit clin d'œil à nos célèbres côtes sherbrookoises. Le contenu qu'on vous propose est 100% local. Aujourd'hui, on jase d'un enjeu important qui ne laisse personne indifférent, la crise du logement. Et malheureusement, Sherbrooke n'y fait pas exception. Pour en discuter et pour lancer le débat sur le sujet, j'invite ma co-animatrice Olivia Letendre Dutil, agente de liaison au plan d'urbanisme de la ville de Sherbrooke, à se joindre à la discussion. Olivia, bonjour. Allô Stéphanie, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Merci d'être là. Ben merci de l'invitation. Olivia, avant d'accueillir nos invités, j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelques statistiques intéressantes pour nous? Absolument, j'en ai. En fait, il faut comprendre que la crise du logement, c'est pas un enjeu qui est propre à Sherbrooke. En quelques chiffres et statistiques, il faut comprendre dans les dernières années que la population de Sherbrooke, on a dépassé les 180 000 personnes qui y habitent. Le taux d'inoccupation en termes de logement frôle le 1,3 %. On a des données qui indiquent aussi qu'environ 10 000 nouveaux ménages devraient s'installer sur le territoire de la ville de Sherbrooke d'ici 2031. Et on parle quand même de 15 000 potentiels nouveaux ménages d'ici 2041. C'est pas nécessairement des chiffres qui ont la vérité absolue, mais c'est des estimations avec lesquelles on travaille. Puis, faut comprendre que la ville de Sherbrooke, selon Vivre en ville, d'autres estimations qu'on a, on prévoit une des plus grandes croissances des régions métropolitaines au Québec, à Sherbrooke. OK. Ouais. Bon, pour en parler, déjà, ça met la table, je te remercie. Pour en parler, on a la chance d'avoir deux invités de marque avec nous aujourd'hui. Je commence avec notre première invitée. Elle est chef de projet au plan d'urbanisme, Stéphanie Côté. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et pour notre deuxième invité, il est chargé de compte accélérateur de logement, Wilson Pereira. Bienvenue à notre table. Bienvenue, puis merci pour l'intro, c'était super instructif là, de voir. Ouais, hein? Clairement, Ouais, des données qui... On a hâte d'en parler avec vous. Oui. Justement, je commencerai avec ça pour ce qui est du portrait actuel, la crise du logement. Comment ça a évolué cet enjeu-là au cours des dernières années? Je commencerai avec toi, Wilson. Moi, ce que je remarque, tu sais, ça fait 10 ans que je suis à la ville de Sherbrooke, puis c'est vraiment une évolution de la forme ou de comment on habite le territoire. J'ai eu la chance de travailler à plusieurs postes, notamment au permis, puis à l'époque, c'était beaucoup la maison traditionnelle pavillonnaire, tu sais, qui se développait. Depuis quelques années à l'urbanisme et tout ça, ce qu'on remarque, c'est beaucoup de projets de densité. Donc, de plus gros projets. Donc, il y a beaucoup cette évolution-là qui s'en vient. Donc, ça amène son lot de défis, mais aussi d'opportunités. En termes, pour pallier à cette crise-là, des opportunités qui nous sont mises sur la table. Puis en plus de ça, je trouve que c'est un beau défi pour créer des milieux de vie intéressants pour les citoyens. Oui, on va pouvoir y revenir. Stéphanie, est-ce que en fait, tu avais des trucs à ajouter en termes de l'évolution de cet enjeu-là ces dernières années à Sherbrooke? Effectivement, on a vu une évolution très rapide des besoins en logement, puis c'est là qu'on se rend compte finalement là, le taux d'inoccupation est vraiment important aujourd'hui. Donc, on a aussi beaucoup d'évolution au niveau des
des outils qui sont offerts à la ville pour intervenir. Puis ça, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus loin là, dans le balado. Ouais. Fait que il y a vraiment une grosse évolution au niveau de l'habitation. Puis pour aussi les gens qui travaillent dans le domaine, il faut réagir rapidement, dans le fond, à la crise. Puis, je vous entends, on parle de l'évolution en termes de potentielles solutions, la façon dont on réfléchit le territoire. Moi, on dirait que je me demande, est-ce qu'on en a toujours parlé de la crise du logement? Est-ce qu'elle perdure depuis tout? J'ai l'impression qu'on en parle tellement plus dans les dernières années. Est-ce que j'ai raison, Wilson? Effectivement, on en entend beaucoup parler dans ces dernières années dans différents médias, des publications dans lesquelles on s'intéresse de plus en plus à ce phénomène-là. C'est suite à la pandémie, selon moi, que ça s'est vraiment accru, notamment par les facteurs économiques. Donc, la montée des taux d'intérêt, malgré que récemment, ils ont descendu, fait qu'on est bien content de ça. Mais cette montée de taux d'intérêt a fait en sorte que faire des projets pour les développeurs, c'est de plus en plus difficile. Aussi, toute la hausse des coûts de construction. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de créativité pour pallier à ces défis-là. Là. J'avais aussi entendu dire, Stéphanie, qu'il y avait des facteurs sociodémographiques. Effectivement, comme Wilson le disait, depuis la COVID, il y a eu vraiment une migration des gens de la ville vers les régions. Puis Sherbrooke a été une ville d'accueil, disons, pour ces gens-là. Donc, il y a vraiment eu une augmentation de la population par rapport à ça. Puis c'est un lieu qui est attractif aussi pour les gens en général, étant donné que c'est une ville universitaire, qui a 2 universités, qui a aussi 3 cégeps, mais aussi des soins de santé importants pour la région. Donc, il y a des gens qui vont venir s'installer à Sherbrooke justement parce qu'ils sont peut-être vieillissants puis qui souhaitent se rapprocher là, des soins. Donc, c'est vraiment, je pense, des facteurs importants là, dans le fait que la population a augmenté. Là. Oui. Puis, justement, Mohamed nous a écrit un commentaire sur notre page Facebook. Il nous mentionne « Le plus important serait qu'il y ait des logements disponibles pour tout le monde, immigrants et travailleurs inclus. Ça semble difficile de trouver un logement avec un nom de famille étranger. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mohamed? Wilson? Ben, ça me touche, premièrement, ce que Mohamed mentionne dans son commentaire. Puis, je sais que ça peut être difficile pour un nouvel arrivant de faire les démarches. On n'a pas toujours le réseau de contact qu'un Québécois de souche peut avoir. Donc, oui, quand on sait que le logement, c'est un droit pratiquement fondamental de l'être humain, ça peut avoir un impact important chez un citoyen. Donc, je compatis beaucoup. La solution que je peux donner, ben vraiment, il faut vraiment une grande coordination des efforts de toutes les parties prenantes qui ont des responsabilités en matière de logement là, pour faire respecter le droit du logement de toutes les minorités, là, que ce soit migrantes ou autres. Là. Assurément. Et est-ce que là-dedans, ça m'amène un peu à vous poser des questions sur le logement social parce que je me demande si, tu parles de collaboration avec des parties prenantes, si ça s'inscrit un petit peu là-dedans. C'est-à-dire, quand on parle de logement social à la ville de Sherbrooke, est-ce qu'on en a beaucoup? C'est quoi le pourcentage du parc immobilier, si on veut, qui est réservé à ce type de logement? Présentement, on a environ 4% là, du parc de logement locatif qu'on peut considérer comme du logement social. C'est quand même plus que ce qu'on voit ailleurs. Là. Donc, à l'échelle de la région, c'est 2,9%, puis à l'échelle du Québec, c'est 3,5%. OK. Puis, c'est ça, nous, on en a plus. Et évidemment, comme j'expliquais tantôt, là, l'attrait régional fait qu'on a plus de population des fois vulnérables aussi. Donc, c'est important d'avoir du logement social pour répondre à ces besoins-là. Je continuerai avec toi, Stéphanie. C'est quoi le rôle de la ville de Sherbrooke vis-à-vis cet enjeu-là, cette crise du logement-là? C'est quoi le rôle de la ville? En fait, la ville, elle peut jouer son rôle dans sur plusieurs éléments. La loi sur les cités et villes, puis on a aussi la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui sont 2 lois importantes pour la ville, qui nous permettent d'avoir des outils pour intervenir en termes de logement. Donc, on peut faire des ententes avec des promoteurs, par exemple, pour le développement de certains secteurs, puis aussi demander du logement social, par exemple. Fait que ça peut être une chose. On peut assurer le financement puis la participation de la ville à certains projets d'habitation qu'on considère importants.
On peut aussi adopter des politiques, des règlements spécifiques à l'habitation. Donc, comme par exemple à la Ville de Montréal, on avait le 20-20-20. Là, donc, on pourrait exiger, par exemple, un pourcentage minimum de logement social dans les projets, là, par exemple. On a aussi, on a mis en place aussi le règlement sur les logements additionnels, dans le fond, qui permettent aux gens d'ajouter soit un logement à l'intérieur de leur résidence ou dans un bâtiment qui est dans la cour arrière. Ouais. Donc ça, c'est déjà permis à la ville. On a aussi le zonage incitatif, qui est un autre outil qui est donné à la ville, c'est-à-dire qu'on peut, selon certains critères, on donne des droits supplémentaires à un promoteur, par exemple en nombre d'étages ou en nombre de logements, en densité, pour en exigence, en fait, de certains logements sociaux, par exemple. Fait que ça peut être d'autres éléments qu'on peut mettre en place. On collabore aussi avec l'Office municipal d'habitation. Ça aussi, il y a beaucoup de projets qui sont faits en collaboration. Donc, c'est vraiment un amalgame, en fait, d'outils là, qu'on met en place pour essayer de répondre à la crise du logement. Si je peux reprendre la balle au bon de ma super collègue Absolument. qui est au plan d'urbanisme, là, tu sais, je pense qu'avoir une vision claire, puis je pense que l'équipe à Stéphanie travaille fort pour nous pondre ce fameux plan-là que la ville attend avec une telle impatience. Ouais. Donc, ça va nous donner une vision claire. Puis quand on parle à plusieurs promoteurs, ce qu'ils veulent, eux, c'est la prévisibilité. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu as besoin de ça pour vraiment placer tes billes au bon endroit. Donc, ce type d'outil de planification-là va nous amener cette prévisibilité-là qui est vraiment utile pour les promoteurs. En plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est soutenir plutôt le logement hors marché, les coops, les organismes, tout ça. Et dernier point, mais non le moindre, c'est l'acceptabilité sociale. T'sais, nous, c'est vraiment travailler là-dedans. Donc, la ville met l'épaule à la roue là-dedans, puisque il y a des ressources qui vont être créées au COM, notamment, pour venir soutenir toute cette partie-là de notre travail. Donc, travailler en amont avec les citoyens, faire de la co-construction pour vraiment amenuiser toute cette acceptabilité sociale-là qui, de fois, est difficile à atteindre. Ouais. Fait que si je comprends bien, la ville a un peu un rôle de refléter ce qui se passe sur le terrain, être un peu la colle aussi entre les différents acteurs, si on veut, qui peuvent répondre à la crise du logement en toute collaboration. Là. Ah ouais, je suis vraiment d'accord avec ton propos, Olivia, honnêtement. Là, tu voles mes mots. Parfait. On vous avait promis du contenu 100% local. On tourne au centre-ville et on entend le train en arrière. Donc, on vous a pas menti. C'est pas un décor. C'est 100% local. Donc, on vit avec les aléas du train. Je te laisse poursuivre, Olivia. Oui, donc sur ces effets sonores, je poursuis la discussion. J'aimerais savoir, c'est quoi le rôle de la Ville de Sherbrooke face à la crise du logement? Je commencerai avec toi, Wilson. Comme Stéphanie le mentionnait, être créatif, avoir des nouveaux outils qu'on est en train de se doter. Mais j'aimerais vendre mon équipe là, qui a été créée, c'est l'accélérateur de logement. Donc, on est une équipe dédiée entièrement, vraiment à accompagner tout type de promoteurs. Quand je dis tout type de promoteur, c'est soit le privé, les coops, le logement social, hors marché, là, tu sais. Fait que cet appui-là permet aux gens d'avoir une entrée unique à la ville et non pas de se promener dans toutes les portes infinies qu'il peut avoir dans une organisation aussi grande. Donc, cet aspect-là est vraiment important. Aussi se doter d'une vision. On voit tout d'un pas ferme vers un endroit avec une vision. Donc, ça donne cette prévisibilité-là aux gens pour investir puis pour développer des projets intéressants. Là. Merci, Wilson. Stéphanie, est-ce que tu aurais un complément d'information à savoir c'est quoi le rôle de la Ville face à la crise du logement? Bien, premièrement, la Ville investit beaucoup pour aider justement à diminuer la crise du logement. Elle a adopté un budget de 8 millions en 2024, puis elle a reconduit le même budget en 2025, donc un autre 8 millions. Puis là, présentement, il y a déjà 300 unités qui sont en prévision de construction pour la prochaine année. Donc, on voit qu'il y a quand même des pas importants là, qui vont se faire au niveau de la construction. Puis on a une collaboration accrue aussi avec les OBNL, dans le fond les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation, qui c'est vraiment un secteur super dynamique là à Sherbrooke là, qui arrive avec beaucoup de projets. Donc il y a la politique de l'habitation aussi qui est une autre politique très importante qui va adresser justement des moyens d'intervenir auprès des populations vulnérables. Fait que ça va aussi nous aider à répondre à leurs besoins spécifiques.
Puis aussi, faut pas oublier là, qu'il va y avoir des subventions là, justement là, avec les fonds qui ont été adoptés par le conseil municipal. J'entends vraiment plein de pistes de solutions. C'est vraiment quelque chose qui est rassurant. On a Philippe, un internaute, qui nous a écrit sur Facebook « Ce serait bien de construire davantage pour faire diminuer le coût des logements. » Moi, j'aimerais savoir, est-ce que Philippe a raison? Est-ce que juste de construire plus, peu importe, là, pas juste du logement social ou communautaire, vraiment même du logement privé, est-ce que c'est vrai? Philippe ou Phil, j'aimerais t'appeler de même. Je suis vraiment d'accord avec ton commentaire là. Effectivement, c'est un principe économique de base de l'offre et de la demande. Donc plus il va y avoir d'offres de logement, nécessairement les coûts vont diminuer. Donc en ce moment en situation de rareté, c'est sûr que le coût augmente. C'est aussi à réapprendre à construire efficacement et durablement, tu sais des exemples de structures préfabriquées, il y a de nouvelles techniques puis c'est le fun parce que à Sherbrooke même, on commence à en avoir dans le coin de Fleurimont, il y a une entreprise sherbrookoise qui est déjà en train de fabriquer, de construire un multifamilial de cette manière-là. Donc, tous ces éléments-là, c'est sûr que plus il y a de construction, plus qu'il y a de logements, plus que les coûts vont être diminués. Donc, oui, je suis parfaitement d'accord avec son commentaire. Là. On entend souvent les gens disent qu'ils ont l'impression que tout ce qui se construit sur notre territoire en ce moment, ce sont des blocs luxueux qui répondent pas vraiment aux besoins de la clientèle touchée directement par la crise du logement. Est-ce que c'est vrai? Ben non, pas tout à fait. En fait, il y a beaucoup de types de logements différents qui sont construits. Peut-être que les gens les voient moins, mais il y a vraiment une diversité de construction actuellement. Puis il faut comprendre aussi que oui, ça prend aussi des logements plus luxueux, mais ces logements-là, une fois qu'ils sont occupés, ça permet de libérer d'autres logements qui sont moins coûteux. Donc, ça donne la place à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un équilibre là, entre les différentes typologies de logements là, qui est importante. Là. OK. Quand on a annoncé le lancement de la démarche pour le futur plan d'urbanisme, on a eu beaucoup de réactions. Je vous donne un exemple. Il y a Marc-Olivier ici qui nous a dit « Vraiment? » Point d'interrogation. Alors, on peut prévoir de nouveaux quartiers de maisons unifamiliales très bientôt, non? Est-ce que la maison unifamiliale répond aux besoins de tous les ménages? Je commencerai avec toi, Stéphanie. Ben en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que il y a vraiment une évolution au niveau des besoins des ménages. Oui, peut-être que ça répond plus à la famille en fait avec enfants, mais les ménages, il y a beaucoup de ménages de 1 à 2 personnes qui n'ont pas nécessairement le goût d'habiter dans une grande maison, d'entretenir un terrain. Donc il faut vraiment avoir une diversité là de logements. Puis aussi, les terrains sont de plus en plus chers, donc c'est plus difficile d'accéder à la propriété. Donc, une maison unifamiliale, ça coûte plus cher. Fait qu'on va en avoir de moins en moins de la construction de maisons unifamiliales. On va avoir plus une diversité, peut-être sous forme de condos, de logements, de maisons en rangée. Puis, on se rend compte aussi, quand on regarde les statistiques, qu'il manque de logements de plus petite superficie, en fait. Okay. Parce qu'il y en a déjà beaucoup pour les plus grands ménages, mais pour les personnes qui sont seules, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le territoire de Sherbrooke. Donc, c'est sûr que ça, c'est un élément que probablement qu'on va voir apparaître plus dans les prochaines années là, pour répondre à ce besoin-là. J'aimerais rebondir d'une manière un peu plus philosophique, là, si je peux me le permettre. Là, on se le permet. Dans la ligne de la vie, les besoins d'un étudiant, d'une personne professionnelle avec sa famille, assurément, ou d'une personne vieillissante qui demeure seule ou avec sa conjoint, ça change, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a le besoin est différent. Donc, une personne vieillissante va peut-être libérer sa maison unifamiliale pour qu'une famille plus jeune voulant un terrain ou le fameux terrain du rêve américain. Ouais. Donc, il y a toujours ce changement-là. Donc, il faut de croire que c'est la disparition complète de la maison unifamiliale. Sauf que c'est sûr qu'il y a des changements de paradigme qui se font, dans le fond. Il y a beaucoup de densification qui va se faire près des emplois, près des axes structurants. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de changements. Mais, en effet, la maison unifamiliale va demeurer, là, effectivement, là, les maisons existantes vont rester. Là, il n'y aura pas nécessairement un changement drastique là, dans ces secteurs-là. Là. Oui. Un peu comme tu disais, avec les unités d'habitation accessoires, c'est un moyen de répondre, si on veut, à la crise tout en collaborant, si on veut, avec ce qui existe déjà sur le territoire. Exactement.
Moi, j'aimerais savoir justement, j'ouvre un peu la porte, mais on rentre dedans. Comment on peut s'assurer de bâtir ou de revitaliser les quartiers en s'assurant de répondre à tous les besoins que vous avez nommés pour personnes étudiantes, pour familles? Je vous écoute. Je pense que le terme qu'il faut utiliser, c'est équilibre. Donc, la ville doit trouver un équilibre entre les besoins puis les terrains disponibles, tout ce que la ville peut offrir, dans le fond. Puis aussi, il faut penser à toutes les strates de la population, donc maintenir une certaine mixité sociale intéressante. Il y a des exemples ailleurs de gentrification un peu agressive qui n'ont pas donné des résultats très intéressant là, pour certaines strates de la population. Donc, ça va être vraiment de collaborer avec les différents acteurs pour faire des quartiers intéressants pour tous. Puis, je pense que ça peut être une solution, là. Il faut être à l'écoute aussi des gens, des besoins qu'ils nous expriment, de ce qu'ils souhaitent avoir dans leur quartier. Faut aussi bien s'informer aussi par rapport aux données qui sont disponibles. Je pense que c'est un élément aussi important qu'il faut rester à l'affût dans le fond, puis être toujours répondre dans le fond de façon continuelle aux besoins, puis s'ajuster aux besoins aussi là. Puis c'est sans parler des outils dont on dispose pour se permettre de faire une revitalisation en tout respect des besoins puis de ce qui est établi. Le plan d'urbanisme en est un parfait exemple. Ça va être un outil dans lequel on va réfléchir un peu à comment mettre toutes ces choses-là ensemble, s'assurer de pas dénaturer ce qui existe déjà. Puis vous avez aussi une panoplie d'autres outils qui existent déjà qu'on utilise. Effectivement, il y a toutes sortes de règlements. Puis même, je vous dirais que dans la dernière année, il y a eu un ajout d'outils qui ont été faits par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, dans le fond, elle a octroyé des nouveaux pouvoirs aux municipalités pour accélérer justement les projets de construction de logements. Donc, ça permet d'aller plus rapidement, puis mais en répondant quand même à certains critères. Ouais. Puis, ça va permettre aussi de faire des projets plus rapidement, puis de justement répondre plus facilement, là, ou de diminuer l'impact de la crise du logement. Là. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je suis vraiment d'accord avec tes propos. Puis même à la ville, on est créatif. Là, oui, on a un fonds pour des subventions, mais les subventions ne peuvent pas toujours être en argent. Des fois, ça peut être des terrains que l'on a dans notre portefeuille, si je peux m'exprimer ainsi, de terrain, dans notre liste de terrains. Donc, ça peut être une aide là, à ce type pour des logements abordables ou sociaux ou hors marché. Là, fait que il faut vraiment être créatif, être à l'écoute des gens, voir explorer ce qui se fait ailleurs aussi, prendre le meilleur de partout pour arriver à des solutions vraiment intéressantes pour nous aussi. Là. J'ai envie de vous amener sur un autre commentaire qu'on a reçu d'une internaute, Marie-Julie, qui nous dit « Plus de logements abordables, s'il vous plaît. Ça presse et ça devrait avoir priorité sur tout le reste. Quelle place on doit réserver aux logements abordables sur le marché? Puis est-ce que l'époque du logement privé est révolue? » Je commencerai avec toi, Wilson. Ben Marie-Julie, j'ai le goût de te faire un high-five virtuel, honnêtement, puis j'adore sa presse là, parce qu'effectivement, on a vraiment un besoin grandissant de logements abordables, puis on sait que c'est une solution claire, prouvée, que ça va nous aider à sortir, ça va être un des points majeurs qui va nous sortir de la crise. Donc, nous, à la ville, on donne des signaux clairs avec des gestes concrets. Afin de favoriser la construction de logements abordables, que ce soit le traitement plus rapide des demandes, des subventions, que ce soit monétaire ou en terrain, des accompagnements des ressources internes. Donc, comme quand je vous disais, dans l'équipe dans laquelle je travaille, ben il y a un professionnel qui accompagne directement ces organismes-là. Fait que ces personnes-là n'ont pas à se promener partout. Ils vont vers cette personne-là qui ont un accompagnement spécial. Puis je pense que c'est un des messages clairs aussi de l'organisation là, d'aider ce type de logement-là, de le favoriser tout de moins. Quand on pense que considérer un logement abordable, quand ça implique moins de 30% de ton revenu, et puis une statistique rapide que j'ai ici, quand on pense que le quart des ménages, soit 25%, dépassait plus de 30% de leur revenu en frais de logement, donc des sous que ces gens-là pourraient utiliser dans d'autres sphères de leur vie. Donc oui, ça presse. Puis est-ce que l'époque du logement privé révolue? On pense que non. On a une philosophie, je suis beaucoup dans la philosophie aujourd'hui, mais on a une forme de pensée que plus il va y avoir de logements, que ce soit privé, hors marché, abordable, mieux ça va être. Donc, nous, on favorise tout type de logement, aller vers l'avant, puis c'est en les mettant tous ensemble qu'on va trouver les solutions là, à cette crise-là à Sherbrooke.
Merci. Excellente réponse. Oui. Pour conclure, parce qu'on est déjà rendu à la conclusion de notre épisode, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Qu'est-ce que ça prend pour enrayer la crise du logement? Stéphanie? Ben en fait, c'est vraiment un effort soutenu de plusieurs partenaires, en fait. Là. Fait que oui, il y a la ville qui joue son rôle, mais il y a aussi les constructeurs, les promoteurs, les organismes à but non lucratif, les coops, le gouvernement. Donc, c'est vraiment un amalgame de joueurs, dans le fond, là, qui fait qu'on va réussir à diminuer la crise du logement, puis peut-être même à l'enrayer, ça serait ça l'idéal, que tout le monde puisse trouver un logement qui répond vraiment à ses besoins, puis qu'il n'y ait pas des familles avec des enfants dans des 2,5. Tu sais, par exemple, il faut que tout le monde finalement trouve chaussure à son pied pour être capable de se loger de façon convenable. Ouais. Ça? Effectivement, je suis vraiment d'accord avec les commentaires de ma collègue ici, puis encore là, je mets un chapeau de philosophe du dimanche. Là. Sauf que, tu sais, l'être humain, c'est une bibite que face à l'adversité est très créatif. Puis je pense qu'on est rendu là, tu sais, à trouver des différentes idées ou qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Tu sais, il y a eu des missions qui ont été faites en Autriche, qui est un exemple. Les gens ont ramené ça, on peut le mettre à la sauce québécoise. Je pense que cette créativité-là, travailler en synergie avec les différents acteurs, va nous permettre de trouver une solution pour enrayer cette crise-là, puis ça presse, comme Marie-Julie mentionnait. Ça presse. Ouais. Ben, je vous remercie de votre ouverture, je vous remercie de votre accessibilité, Wilson, Stéphanie, merci d'avoir participé à notre épisode. Olivia, merci encore de ton aide à la co-animation. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à écouter l'ensemble de nos épisodes de la saison 1. Ils sont tous disponibles dès maintenant. Rendez-vous au sherbrooke.ca/balado pour de plus amples détails. Merci beaucoup et à bientôt.